Merci de cette invitation. Je suis extrêmement honoré d'être parmi vous et un peu ému de parler devant à la fois cet auditoire et puis dans ce lieu tout à fait extraordinaire. Je vais présenter un tout petit peu mon livre Servitude virtuelle. Mais avant cela, puisque nous sommes en 2023, il me semble important de rendre hommage à un personnage qui joue un rôle extrêmement important en informatique et en mathématiques aussi, mais c'est un très grand mathématicien, mais aussi qui a été un philosophe, ou en tout cas un penseur vraiment singulier. Peut-être vous en souvenez-vous, 2023, c'est le 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal. Et la raison pour laquelle je crois intéressant de citer Blaise Pascal, outre bien sûr l'hommage qu'on doit à un grand homme de cet ordre-là, c'est que vous savez qu'il est à l'origine de la première machine à calculer, la Pascaline, qui faisait des additions et des soustractions. Il l'a réalisée à 19 ans, ce qui est quand même assez stupéfiant, pour aider son père, qui était un haut fonctionnaire chargé de collecter l'impôt et qui avait beaucoup d'opérations à faire. Pour réaliser cela, il lui fallait beaucoup de compétences mathématiques, parce que c'était très original, en particulier le fait de faire des soustractions, ce n'était pas du tout évident, mais des connaissances de géométrie, des connaissances de physique, et puis des connaissances techniques pour mettre tout ça en œuvre, ce qui n'est pas du tout facile. Et pour ça, il a eu une réflexion sur l'interdisciplinarité, avant la lettre. Mais, outre cela, il a pris un peu de recul par rapport à son invention, et il y a un texte que j'ai trouvé tout à fait étonnant, dans lequel il dit « ces machines font plus que les animaux. Elles pensent plus que les animaux. Elles font des opérations que les animaux ne sont pas capables de faire. Mais en revanche, à la différence des animaux, elles n'ont pas de volonté. » Alors puisse, bien sûr, cette réflexion de Blaise Pascal inspirer les transhumanistes contemporains, puisque justement, on nous explique que l'intelligence artificielle est capable, éventuellement, d'avoir une certaine volonté, ce qui est totalement absurde. Mais la leçon de Pascal, je crois, donnée il y a un peu moins de 400 ans, puisque bon, il avait un peu plus de... il est né en 2023, mais ses réflexions datent à peu près quelques années après la réalisation de sa machine. Mais donc, puissent ces réflexions, bien sûr, inspirer un certain nombre de soi-disant théoriciens de l'intelligence artificielle. Alors, je voudrais maintenant parler de ce que Pascal n'avait pas anticipé. C'est le monde tel que nous le vivons aujourd'hui, le monde en ligne. Dans ce monde, la plus grande partie de nos vies se déroule sur les réseaux. Les échanges interhumains passent intégralement ou presque par le truchement de flux d'informations. Et l'intelligence artificielle utilise, interprète, recommande, transforme, voire produit des textes. Vous avez tous entendu parler du fameux chat GPT, qui est extrêmement à la mode aujourd'hui. Des images. Vous vous souvenez de ce tableau qui s'est vendu une somme astronomique aux enchères et qui avait été produit par un ordinateur. Des sons, bien sûr, des vidéos. Peut-être vous avez vu ces vidéos du président Obama, ou même celles de notre président, Emmanuel Macron, prononçant des phrases, bien sûr, qu'il n'a pas pu prononcer. Donc, ils sont tout assimilés, ces images, ces textes, ces sons, à des flux d'informations. Nos existences culturelles, intellectuelles et sociales, et plus généralement la condition humaine, se trouvent fortement affectées par ces transformations. Et nous sommes redevables à ces technologies d'innombrables bienfaits. Et je vais en donner ici quelques exemples. Le web, c'est un espace de liberté inouïe, et surtout, c'est une bibliothèque universelle, quasiment gratuite, accessible à tout le monde, à toute heure du jour et de la nuit. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose d'extraordinaire, à condition bien sûr d'avoir l'éducation suffisante pour pouvoir en bénéficier. Et de ce fait, effectivement, nous allons le voir, nous rentrons dans un monde de plus en plus inégalitaire de ce point de vue-là. La santé, il y a des applications en télémédecine, en médecine, les systèmes d'information hospitaliers, l'accès à la littérature scientifique, le diagnostic, etc., diagnostic médical, la bionique, avec les membres et les organes artificiels, la reconnaissance de la parole, le traitement et la compréhension du langage naturel qui facilite les interfaces avec les machines, la robotique, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, qui est une industrie qui bénéficie de tout un tas de dispositifs, les robots virtuels, ce qu'on appelle les bots, les pilotes automatiques, des
des avions, la conquête spatiale, l'extension de l'humain. Hein, vous vous souvenez, hein, c'est par exemple ce satellite qui était allé sur une comète, hein, et avec des robots, hein, donc qui, grâce à cela, pouvaient être en autonomie. Hein. La régulation thermique, la surveillance des incendies, tous les bénéfices potentiels en matière écologique. Hein, nous en parlions tout à l'heure d'ailleurs. Hein, et je crois que l'intelligence artificielle peut jouer un rôle. Bien sûr, tout cela n'est pas limitatif et c'est extrêmement positif. Mais, et c'est de ce domaine dont je vais parler tout de suite, dans le même temps que nous bénéficions de l'apport du numérique, nous le sentons tous, nous subissons de nouvelles formes de coercition, d'oppression. Et celle-ci ne s'exerce plus uniquement avec des moyens mécaniques. Elle s'impose aussi et surtout au plan cognitif. Moins de fer et de cachot sans doute. Pour autant, la pression qui s'exerce sur les personnes ne s'en amoindrit pas. La contrainte subsiste, même si le joug devient virtuel et donc plus insaisissable. Le titre « Servitude virtuelle » traduit ces contraintes douces qu'impose le numérique. Il évoque aussi ce titre, celui du fameux discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Ce dernier, vous en souvenez, expliquait que les murs, les prisons, les hallebardes qui armaient les Suisses, qui gardaient les palais, ne garantissaient pas vraiment les tyrans. Un peuple qui s'en donnait vraiment la peine était en mesure de les renverser. Et je vais lire un tout petit peu d'Étienne de la Boétie, peut-être. Vous le connaissez tous par cœur, mais je ne résiste pas au plaisir de le lire. Ils s'en servent par forme et pour épouvantail. Il parle des tyrans, plus qu'il ne suffit. Les archers barrent l'entrée des palais aux malhabiles qui n'ont aucun moyen de nuire, non aux audacieux bien armés. Ce sont les peuples eux-mêmes qui se laissent, ou plutôt qui se font malmener, puisqu'ils en seraient quittes en cessant de servir. C'est le peuple qui s'asservit et qui se coupe la gorge, qui, pouvant choisir d'être soumis ou d'être libre, repousse la liberté et prend le joug, qui consent à son mal, ou plutôt qui le recherche. Donc, vous voyez, il y a une soumission, mais soumission qui, d'une certaine façon, est volontaire. Et toujours pour reprendre les mots d'Étienne de la Boétie, et là je crois que ça va devenir plus actuel, le théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Ce moyen, cette pratique, ces allèchements étaient ceux qu'employaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets sous le joug. Mais ils ne font guère mieux ceux d'aujourd'hui qui, avant de commettre leurs crimes les plus graves, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien public et le soulagement des malheureux. À l'évidence, cela rappelle les infox de tous ordres que diffusent les réseaux sociaux pour satisfaire ceux qui les écoutent et pour les endormir. Et ces jolis discours sur le bien public évoqués il y a plus de 500 ans ne peuvent pas ne pas évoquer le slogan « Don't be evil » de Google, ou les justifications d'Elon Musk qui expliquait vouloir racheter le réseau social Twitter pour garantir la liberté d'expression en imposant une modération transparente des contenus. Cela ne peut pas non plus ne pas entrer en résonance avec l'agenda de la société Clearview. Comme vous le savez peut-être tous, cette société disposait de 3 milliards de portraits volés sur les réseaux sociaux. Et elle promettait, l'an dernier, d'en acquérir 100 milliards d'ici la fin 2020. Pour faire diversion et se donner bonne conscience, cette société s'est promis d'aider les Ukrainiens. Elle envisageait 4 emplois de ces technologies. Le premier porte sur l'identification des soldats coupables d'exactions en vue des procès ultérieurs. Nous ne pouvons que souscrire à un tel usage. Le deuxième vise à repérer les Russes infiltrés, possiblement espions ou saboteurs, lors des contrôles policiers. Une troisième catégorie d'application s'applique aux prisonniers russes en avertissant leurs familles qu'on les détient, en leur permettant de communiquer avec elles, puis en diffusant sur les réseaux sociaux leurs photos, voire des vidéos où ils apparaissent captifs.
Enfin, un quatrième type d'application, assez macabre, porte sur les corps des soldats russes morts au front. Clearview propose de déterminer automatiquement leur identité avec la reconnaissance faciale, puis d'envoyer à leur famille et amis leurs photographies en vue de les démoraliser. On raconte par exemple le cas d'une mère russe à qui l'on a envoyé l'image de son fils décédé, le corps maculé de boue. Dans le contexte dramatique de cette guerre, certaines de ces utilisations de la reconnaissance faciale auraient des conséquences inadmissibles sur le plan moral. Pas toutes. En découleraient des injustices, des humiliations, des violations des conventions de Genève sur les prisonniers de guerre, instrumentalisation et profanation de l'image des morts, autant de pratiques condamnables qu'on ne saurait cautionner, même dans des situations aussi tragiques. On peut songer à d'autres applications de l'intelligence artificielle, par exemple au crédit social mis en œuvre en Chine, ou à ce stylo un tout petit peu étrange, qualifié d'intelligent, qui a été donné en Chine à un certain nombre de collégiens en vue de surveiller leur activité scolaire sur les cahiers de vacances. Une collégienne s'est plainte sur les réseaux sociaux que ses vacances avaient été ruinées par ce maudit stylo. Et rétrospectivement, on est content de naître à une autre époque parce qu'on imagine que toutes nos vacances d'été au collège avaient été suivies comme ça à la trace, ça aurait été assez terrible. Alors pour la petite histoire, rappelons que ce stylo a été appelé par les Chinois qui n'ont aucune connaissance de la vie politique intérieure française, le stylo Le Pen. Donc tout cela, bien sûr, quelques illustrations, rend nécessaire et urgente une réflexion sur les conséquences sociales et politiques des technologies de l'information et de la communication. Et cela rend plus nécessaire encore la mise au point de moyens pour nous délivrer de nouvelles formes d'oppression qu'elles génèrent, pour nous en libérer et agir à notre guise, autrement dit, pour établir une éthique du monde contemporain. Alors beaucoup aujourd'hui en sont convaincus. De grands acteurs de l'Internet, des sociétés savantes, des universités, des États, des organisations non gouvernementales, des associations, des pouvoirs supranationaux comme la Communauté européenne ou le Parlement européen réunissent des comités d'experts qui rédigent des rapports, édictent des chartes, promulguent des codes, votent des résolutions. Alors en fin 2019, on comptait plus de 84 comités d'éthique. Et cela fait 4 ans maintenant, disons, 3 ans. Aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup plus. Je n'ai pas mentionné l'UNESCO, par exemple, ou d'autres universités. Et ces groupes invoquent des principes, des droits fondamentaux et des idéaux, comme l'autonomie et la dignité de la personne. Il s'ensuit un nombre très conséquent de recommandations irréprochables contre la déshumanisation et l'émancipation ou la malfaisance des machines. Alors, de prime abord, les principes retenus, les droits humains invoqués, les notions mentionnées et les recommandations formulées paraissent louables. Comment s'opposer à la dignité et à l'autonomie de la personne? Comment ne pas condamner la malfaisance et ne pas aspirer aux bénéfices que nous pourrions tirer de l'usage des machines? Comment ne pas se réjouir des opportunités offertes par l'intelligence artificielle tout en prenant garde aux mauvaises utilisations qui peuvent en être faites? Comment enfin ne pas louer l'idéal de transparence? Pourtant, l'examen de situations concrètes montre que ces principes, ces droits, ces concepts et ces recommandations demeurent bien abstraits aujourd'hui. Ils renvoient à des craintes ancestrales qui relèvent le plus souvent de mythologies et de fables et qui ne correspondent pas à des réalités effectives ou prévisibles. Et dans le même temps, ces recommandations, ces chartes, nous laissent démunis dans le monde qui se fait jour sous nos yeux, avec le développement de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Et ça nous laisse impuissants face aux nouvelles vulnérabilités qu'elles engendrent. Il nous laisse démunis car comment un ingénieur peut mettre en œuvre les recommandations formulées dans ses rapports? Je suis moi-même ingénieur et il y avait au moins 62 recommandations en 2019. Il doit y en avoir encore plus aujourd'hui. Quand on est ingénieur, obéir à 62 recommandations, ça vous stérilise totalement. Ça vous reste totalement impuissant.
De plus, ces recommandations sont en conflit les unes avec les autres. Je vais donner quelques exemples. Tout le monde est convaincu qu'il faut absolument protéger la vie privée. En même temps, tout le monde pense que la transparence est bonne. Il y a un conflit entre la transparence et la protection de la vie privée. Tout le monde pense qu'il faut satisfaire le besoin de sécurité. Il y a un conflit entre la protection de la vie privée et la sécurité. Il y a un conflit entre la transparence et la sécurité. Prenons un autre exemple. Nous sommes tous contre la discrimination. Et en même temps, beaucoup d'entre vous sont pour une politique inclusive. Comment concilier politique inclusive et non-discrimination? Ces comités d'éthique se sont montrés, qui plus est, complaisants et impuissants à condamner un certain nombre de projets extrêmement inquiétants. Alors, je vais donner deux illustrations. Le premier, c'est un travail qui a été fait par une équipe de sciences sociales de l'université de Stanford, donc pas la moindre des universités, sur la prédiction de l'orientation sexuelle et un autre article sur la prédiction de l'orientation politique à l'aide de technologies de reconnaissance faciale. Aucune condamnation. Qui plus est, quand vous lisez l'article, il a l'approbation de l'IRB, Institutional Review Board, donc du comité d'éthique de l'université de Stanford. Deuxième exemple. Le projet d'Elon Musk avec la société de Neuralink vise à accroître les capacités cognitives humaines en leur greffant des mémoires électroniques, puis à mettre les cerveaux en réseau pour autoriser une cohésion sociale plus forte. Elon Musk parle d'une ruche. Alors je ne vais pas détailler avec vous ce que ça signifie. Mettre des mémoires, des dispositifs électroniques pour augmenter nos capacités de mémoire, ça veut dire, bon, d'abord qu'on connaît très mal ce qu'est une mémoire, parce qu'une mémoire, ce n'est pas simplement du stockage d'informations. Mais au-delà de cette possibilité, si jamais cela advenait, ça voudrait dire que celui qui vous les met pourrait mettre ce qu'il veut dans vos têtes. Et puis, qui plus est, mettre tous les individus en réseau, ça veut dire qu'il n'y a plus d'intériorité. Ça changerait complètement la nature humaine. Donc, ce qui est étonnant, c'est que ces comités d'éthique ne se sont pas prononcés contre ce type de projet. Mais il est vrai qu'on ne se prononce pas facilement contre Elon Musk. Alors pour saisir ce décalage entre d'un côté les idéaux formulés par les comités d'éthique du numérique et de l'IA, et d'un autre côté la réalité du monde dans lequel nous entrons, je vous propose de nous munir d'un marteau. Alors non pas d'un marteau matériel, mais d'un marteau imaginaire. Plus exactement d'un marteau sonore, tout semblable au marteau qu'adopta Friedrich Nietzsche dans le Crépuscule des idoles, pour frapper sur quelques-unes des idées fétiches invoquées au nom de l'éthique et en entendre résonner le creux et la vacuité. Alors quelques coups bien portés montrent alors la vanité des réglementations qui, au nom de l'éthique, ajoutent des servitudes juridiques aux servitudes technologiques. Alors à cette fin, je propose de partir des 4 absolus invoqués par la plupart des comités de l'éthique du numérique et qui viennent de la bioéthique. Alors ces 4 absolus, vous avez 2 de ces absolus qui viennent de la médecine hippocratique. Vous vous souvenez que Hippocrate nous dit on ne doit pas donner de poison et ce que l'on donne, ce sont des remèdes. Donc première chose, non, malveillance et bienfaisance. Puis deuxième chose, la justice, on doit soigner tout le monde. Et puis, vous savez qu'après la Seconde Guerre mondiale, Nuremberg, ensuite les différents comités d'éthique, en particulier le rapport de Belmont aux États-Unis, Helsinki, etc., on a introduit une autre notion qui est la notion d'autonomie. Ça veut dire que pour être inclus dans une expérimentation médicale, vous devez donner votre consentement libre et éclairé. Et puis enfin, on a rajouté à ces 3 principes un autre principe qui semblait tout à fait positif aujourd'hui, qui est le principe de transparence. Alors je propose très rapidement, parce que je ne vais pas prendre trop de temps, mais de faire résonner en écho aux écueils du numérique ces 4 concepts que l'on rencontre dès qu'on y prête attention dans ces différentes chartes éthiques. Plus précisément, ces 4 idéaux, que je dirais pétrifiés, servent de fondement à la plupart des chartes éthiques de l'intelligence artificielle et du numérique. Or, il est possible de montrer qu'ils ne sont d'aucun secours pour nous prémunir contre les effets du numérique. En d'autres termes, s'ils sont extrêmement utiles dans le domaine de la bioéthique, ils ne sont pas pertinents
dans le champ du numérique. Je vais commencer par l'autonomie. Celui-ci a été changé, on pourrait dire, en statut de sel dans la plupart des chartes éthiques du numérique, vidé de son contenu tangible. Soulignons à cet égard que l'autonomie au sens philosophique, telle qu'elle a été introduite par les philosophes des Lumières, n'est pas un donné, mais qu'elle se conquiert. Ajoutons à cela que même en bioéthique, l'autonomie a des limites. Si vous lisez le rapport de Belmont, par exemple, il vous explique qu'une personne qui n'est pas en mesure de s'exprimer, à ce moment-là, on ne lui demande pas son consentement libre et éclairé. On sait qu'en médecine, le consentement libre et éclairé, donc qui vient de cette promotion de l'autonomie, sert plus, malheureusement c'est ce qui se produit dans les lois qui ont été votées il y a une vingtaine d'années, aux médecins à se dégager de ses responsabilités qu'à émanciper le patient. Il en va exactement de même avec ce que l'on a coutume d'appeler les CGU, conditions générales d'utilisation. Comment penser qu'ils nous libèrent et nous rendent vraiment autonomes moralement ? Quand vous avez un ordinateur, est-ce que vous avez le sentiment d'être libre en devant signer la charte, charte d'ailleurs que vous pouvez être éclairé en la lisant, en général elle est assez confuse, vous n'êtes pas vraiment libre, parce que si jamais vous refusez de la signer, votre ordinateur, vous pouvez le mettre à la poubelle la plupart du temps. Enfin, il existe, et ça je crois que c'est important de le rappeler, des éthiques dites de la sollicitude, ce qu'on appelle les éthiques du care, qui contreviennent au principe d'autonomie. Donc ce principe d'autonomie n'est pas du tout aussi universel qu'on nous laisse entendre. Bref, l'autonomie n'est ni universelle ni toujours souhaitable. Alors je vais maintenant aller au deuxième aspect, bienfaisance et non malfaisance. Donc si on considère ces notions dans le contexte du numérique, on voit surgir une forme d'ambivalence. Les réseaux sociaux sont-ils bienfaisants ou malfaisants ? Et s'ils sont devenus malfaisants, ils n'ont pas toujours été. Vous vous souvenez, au tout début des réseaux sociaux, c'était extrêmement sympathique, des jeunes gens de grandes universités qui essayaient d'organiser des réseaux de camarades. Et qu'entend-on par malfaisant ? Est-ce porter atteinte à la dignité ou dévoiler la vie privée ou l'intimité ? Or, l'emploi ad nauseam de notions mal définies, telles que l'idée de dignité humaine, posée comme absolue, et invoqué à tort à travers ces comités d'éthique, montre la difficulté à préciser ce que l'on entend comme bienfaisance et non malfaisance. De même, les idées d'intimité, d'extimité, de privé, de vie privée sont toutes confondues, alors qu'elles désignent des choses bien différentes. Reprenons peut-être pour être clair. La protection de la vie privée, la notion de vie privée vient de la fin du XIXe siècle, avec le fameux papier de Brandeis. La notion d'intimité, elle est beaucoup plus ancienne. Et elle vient par exemple chez Saint-Augustin, enfin, on la retrouve dans toute la philosophie, même si elle a évolué dans le temps. Mais en tout cas, elle n'est pas identique à la notion de vie privée. Et lorsque l'on voit un projet comme celui d'Elon Musk, de mettre des électrodes pour saisir ce que nous pensons, ou dans un projet comme celui, vous savez que Mark Zuckerberg avait un projet d'utilisation des techniques d'imagerie, d'interface cerveau-ordinateur pour essayer d'anticiper le désir des utilisateurs pour, disait-il, fluidifier la relation entre le réseau social et l'utilisateur, afin d'anticiper ses désirs et de les satisfaire plus facilement. Ce qui donne un peu peur, et puis ce qui montre bien que c'est une intrusion dans l'intimité. Donc, troisième concept, la justice. Les tentatives de jugement judiciaire algorithmique montrent les limites de l'intelligence artificielle. En effet, comment établir la peine uniquement à partir des jugements anciens ? Quand vous discutez avec des magistrats, ils vous expliquent bien que le droit est quelque chose de vivant. Plus exactement, le rôle du juge, c'est de le rendre vivant. Pire, comment condamner non par analogie au jugement ancien, mais comme cela se fait en particulier aux États-Unis avec le système Compass, sur la présomption de récidive. Alors, il ne s'agit pas vraiment d'une condamnation, mais il s'agit d'une mise des justiciables dans une situation où ils auront beaucoup plus de mal à se défendre. Quant à l'idée de justice algorithmique, est-ce vraiment une justice ? Et surtout, le tabou, si souvent rebattu des biais algorithmiques et des injustices qu'il causerait, met bien en évidence l'ambiguïté du terme de justice. En effet, il n'y a de biais que par rapport à une norme qui reste toujours à définir.
je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais cela mérite une discussion. Enfin, on reste, comment ne pas être frappé par l'opacité, et c'est le 4e point, de l'idéal de transparence, surtout lorsqu'on prétend le mettre en œuvre dans des logiciels programmés avec des techniques d'intelligence artificielle. Je m'arrêterai là sur ces coups de marteau. Donc, pour conclure, il m'apparaît essentiel de rappeler que l'éthique, ça n'est ni la loi, ni la régulation, ni a fortiori les normes. Éthique vient de ethos, qui désigne les mœurs, c'est-à-dire les usages des hommes en société. Mais le terme signifie aussi, peut-être, le savez-vous déjà, en grec ancien, l'étable, l'abreuvoir, le lieu où l'on conduit les bêtes régulièrement. Cela signifie que l'éthique vient de l'habitude et de la tradition, en même temps qu'elle vient de la rationalité. L'éthique, au sens philosophique, c'est-à-dire la philosophie pratique, aide à déterminer rationnellement ce que doivent être les règles de conduite sans s'en remettre à une tradition ou à une révélation. Il y a cette tension entre les deux, et dans le monde tel que nous le vivons aujourd'hui, les traditions ne peuvent plus avoir cours puisque les mondes sont transformés. Donc l'éthique, ce n'est pas la loi, je l'ai dit, car la loi est collective, qu'elle est votée par des instances législatives et qu'elle est sanctionnée. Or, l'éthique, à savoir la réflexion sur les règles de conduite et les maximes que chacun d'entre nous se donne, concerne l'individu vis-à-vis de sa conscience. Quant au règlement, il précise les lois et la plupart du temps ne sont même pas votées. Enfin, les normes sont imposées par des collectifs. Par exemple, les normes industrielles qui visent à l'interopérabilité des technologies. Je pense, vous vous souvenez peut-être que cet été, il y avait au G7 une réflexion sur l'éthique de l'intelligence artificielle, plus exactement sur les normes internationales qui pouvaient s'appliquer à l'éthique de l'intelligence artificielle. Est-ce vraiment de l'éthique lorsque nous voyons les chefs des 7 plus grands États industrialisés discuter ensemble, des 7 États les plus puissants, pardon. Je voulais donner des exemples plus précis pour bien comprendre les difficultés que l'on a avec ces questions-là. Vous avez tous entendu parler du Cloud Act. Mais vous savez que cloud ne signifie pas nuage dans ce cas-là. Le cloud, ça signifie en anglais Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. Ça veut dire qu'en français, la clarification de la loi sur l'utilisation licite des données à l'étranger. Et c'est une loi fédérale des États-Unis qui contraint les fournisseurs de services établis sur le territoire américain à donner, sur réquisition du gouvernement américain, les données relatives aux communications électroniques stockées sur des serveurs, que ces serveurs soient situés aux États-Unis ou dans un autre pays. Cette loi satisfait des objectifs politiques et économiques évidents. Elle n'a vraiment rien d'éthique. Prenons un autre exemple, la Chine. Elle fonde l'éthique du numérique sur le principe d'harmonie qui demande que chacun soit à sa place dans la société. Vous savez peut-être que le système d'exploitation de Huawei s'appelle Harmonie 2.0. Alors cette idée que chacun soit à sa place dans la société, ça justifie l'emploi du crédit social qui vérifie la conformité des comportements à une norme sociale imposée. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment éthique. J'ai assisté à cet égard à une réunion tout à fait étonnante. Il y a un peu plus d'1 an, le gouvernement français m'avait demandé de participer à une réunion bilatérale sur l'intelligence artificielle avec des Chinois. Il y avait 3 orateurs de chaque côté, ça faisait 3 fois 2, ça se répondait, un sur les données massives, un deuxième sur les applications de l'intelligence artificielle et un 3e sur l'éthique. J'étais chargé de parler sur l'éthique. On devait parler 10 minutes chacun. Et donc moi j'ai parlé 10 minutes et le Chinois a parlé 25 minutes. Ça vous donne une idée des rapports de force. En même temps, ce qui était passionnant, c'est que le Chinois a livré sa vision de l'éthique qui était tout à fait étonnante. Et il expliquait que l'Occident, c'était le mal, parce que c'était une éthique fondée sur l'individu, et que les Chinois, c'était une éthique qui était fondée sur le collectif et sur l'harmonie. Et l'harmonie entre les hommes et les animaux, l'harmonie sur les hommes et la végétation, mais surtout, il y avait l'idée que les agents intelligents, c'est-à-dire les dispositifs d'intelligence artificielle, allaient avoir, dans les années qui viennent, une empathie cognitive pour les hommes,
ce qui est assez surprenant d'ailleurs, mais c'est ce qui était affirmé. Et il disait, si on veut vivre en harmonie, il faut que nous ayons une empathie pour les technologies de l'information, ce que j'ai trouvé tout à fait étonnant. Alors, cette parenthèse. La condition de l'éthique, pour conclure, c'est la liberté personnelle. Si je n'ai pas de marge de manœuvre pour décider de la conduite à tenir, je suis contraint et je n'ai plus besoin d'éthique car je suis porté et que mes décisions ne m'appartiennent plus. En même temps, la liberté, ça n'est pas, vous le savez tous, de faire ce que l'on veut quand on veut, car cela signifierait que l'on serait esclave de ses besoins immédiats. Le projet d'interface de cerveau-ordinateur de Mark Zuckerberg est tout à fait édifiant à cet égard. S'il se réalisait, nous serions esclaves de nos désirs, puisque nos désirs seraient immédiatement exaucés par le système. La liberté implique qu'il n'y a pas de déterminisme et qu'il existe une volonté. Et vous vous souvenez, j'ai en introduction évoqué Pascal. Justement, ce qu'il explique, c'est que les machines n'ont pas de volonté. Et heureusement qu'elles n'ont pas de volonté, elles n'ont toujours pas de volonté. Quant à nous, l'avenir dépend de notre volonté, il fera ce que nous ferons. Alors, il n'est pas prévisible, il ne nous appartient pas totalement, nous l'avons bien vu ces dernières années. Et je voudrais citer un texte qui a été assez, que j'ai trouvé très, très intéressant. Il a été prononcé par Jacques Derrida à la Sorbonne en 1994, dans une conférence qu'il donnait avec Alain Minc. Et il devait parler de prospective, et donc ce qui vient. Et bien sûr, Alain Minc avait essayé d'anticiper ce qui venait, et Jacques Derrida avait parlé, lui, d'autre chose. Il avait parlé de l'éthique, en disant que l'éthique, c'est justement l'ouverture à ce qui vient. Il nous a dit justement que l'avenir, il a cette caractéristique particulière, c'est que c'est chaotique, au sens de la théorie mathématique du caveau, c'est-à-dire que ça a un côté imprévisible. Et c'est justement cette capacité à s'ouvrir à cette imprévisibilité qui est le propre de la démarche éthique. Et donc, je conclurai là-dessus, peut-être en citant le fameux aphorisme d'Héraclite, le temps est un enfant qui s'amuse, il joue au tric-trac à l'enfant royauté. Merci. Merci beaucoup Jean-Gabriel pour cet exposé éclairant, mais d'un éclairage sombre quand même, un petit peu. Je vous donne maintenant la parole, mes amis. Qui souhaite faire le premier commentaire ou poser la première question à Jean-Gabriel? Décidez-vous, sinon je le ferai moi-même. Bon, pendant que vous réfléchissez, il y a une chose qui me frappe. Il se trouve qu'on est en train, après ICA4, d'essayer de produire un op-ed pour Nature avec les gens qui étaient présents. Et le terme intelligence artificielle est utilisé de manière quand même extrêmement large et floue et recouvre des tas de choses. Et je pense que, et comme tu le montres, on a quand même besoin de clarifier et je pense de réglementer aussi à un moment, parce que c'est pas seulement une intelligence artificielle qui serait quelque chose d'immanent, c'est des tas d'objets très concrets qui vont être des actants, des acteurs, et peut-être qu'il est plus facile de réglementer sur chaque fonction, sur chaque objet, plutôt que d'essayer d'avoir des choses générales. Est-ce que c'est pas simplement parce que on essaye de parler d'une cible mouvante qu'on a autant de difficultés dans le domaine éthique? Alors, tout à fait. Je crois que ce que j'ai essayé de montrer, c'est que les différents les différents comités de régulation ont essayé d'anticiper les usages et d'en permettre certains et d'en interdire d'autres. Toute la difficulté, ça tient à ce que ces usages, on ne peut pas les anticiper. Les modes d'appropriation qui viennent de la société
et justement qui ont besoin des sciences sociales pour être élucidées, discutées. Ces modes d'appropriation nous surprennent tous. Et nous l'avons vu ces 20 ou 30 dernières années. Qui aurait imaginé, par exemple, que les réseaux sociaux prennent l'importance qu'ils ont pris. De même, qui aurait imaginé que les textos soient aussi importants, puisque au départ, les ingénieurs des télécommunications les avaient rendus gratuits parce qu'ils ne servaient à rien. Et donc, effectivement, on ne peut pas anticiper les usages, et donc c'est pour ça que je trouve que le AI Act de la communauté européenne pose beaucoup de problèmes, puisqu'il dit il y a des applications à risque de l'intelligence artificielle, et puis ensuite on va interdire les applications à risque, et puis on va avoir des exceptions sur les applications à risque. Mais en réalité, je pense qu'on ne peut pas faire cela. En revanche, ce qui me semble utile, c'est d'avoir une analyse extrêmement précise de chaque application, en amont, au départ, au moment où elle commence, et puis ensuite d'imposer un certain nombre de contraintes à cette application. Par exemple, vous voyez, si vous avez un décodeur de télévision, il faut se dire, ce qui est dangereux, c'est de suivre en temps réel quelles sont les consommations télévisuelles, qu'est-ce qui a été regardé. Et donc, à ce moment-là, c'est d'être capable de s'assurer que le traitement des données, par exemple, si on fait de la télévision avec la recommandation, ce traitement de données se fait localement afin qu'il ne soit pas traité sur un site central. Et ensuite, s'il se fait localement, d'avoir une certification du fait qu'il se fait bien localement, que cette certification soit neutre pour que les utilisateurs puissent en être au courant. Et c'est toutes ces réflexions sur les exigences, je crois, qu'on doit imposer aux différentes technologies, et ensuite l'assurance que les technologies possèdent bien ces propriétés, c'est tout cela, je crois, qu'il faut mettre en œuvre dans une démarche qui pourrait être qualifiée d'éthique, en tout cas qui pourrait reposer sur une réflexion éthique, plutôt que des normes juridiques qui s'imposent a priori. Donc voilà un peu, je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est pour ça, je crois qu'on a plus que jamais besoin des sciences de l'homme et des sciences de la société, mais ça ne peut pas se limiter simplement à un encadrement juridique. C'est pour ça aussi que je termine sur cette ouverture au futur, parce que je crois, l'expérience nous l'a montré, que les technologies ne sont jamais ce que l'on avait imaginé qu'elles seraient. Elles se développent, ça nous le savons, ça fait longtemps qu'on a l'intuition que c'est important, mais elles ne se développent pas exactement de la manière dont on l'avait imaginé au départ. Les anticipations sont extrêmement souvent détrompées par la réalité. C'est, je crois, ce qui est passionnant d'ailleurs dans l'étude de la technologie, parce qu'elle nous surprend, elle est chaotique d'une certaine façon, pour reprendre les expressions de Jacques Derrida. Et la raison pour laquelle elle est chaotique, c'est parce que justement, ce sont des technologies, c'est ce qu'on appelle des dispositifs socio-techniques. C'est-à-dire que les retours de la société sont extrêmement importants. Il y a donc des dimensions économiques, des dimensions psychologiques, des dimensions sociales, culturelles, qui font que le développement ne se fait pas de façon linéaire, mais c'est un peu, vous voyez, comme lorsque vous avez sur un sol avec des frottements très forts, vous avez une avancée qui est chaotique, et je pense que c'est exactement ce qui se produit avec les technologies. Je pense que ce terme de certification que tu as utilisé est fondamental. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait pour toutes les technologies, et donc on a plutôt adopté des processus de décision graduelle que des règles finalement, qui sont difficiles à établir a priori. Je me tourne vers vous, vous êtes manifestement captivé au point d'être silencieux. Est-ce que personne n'a de commentaires? Bettina, tu parlais avec enthousiasme du livre de Gabriel. Merci. Non, moi, alors, effectivement, votre livre est tout à fait passionnant, mais assez dur quand même, en particulier pour les pauvres juristes auxquels j'appartiens un peu. Donc, parce que finalement, et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, vous l'avez redit d'ailleurs dans votre exposé, vous dites que, alors vous citez le chiffre de 84, mais il y en a effectivement beaucoup plus. Vous dites que toutes ces normes ont un peu échoué, en fait, je veux dire, à rendre l'intelligence artificielle éthique. Puis à la fin, vous nous proposez 4 principes. Alors, je crois que je vais en oublier, mais l'ironie, l'obstination, la lucidité et, ça y est, le refus. Le refus, voilà. Alors, ça, c'est des états d'esprit. C'est vraiment, je veux dire,
c'est pas de l'éthique, c'est plus de la morale d'ailleurs peut-être que de l'éthique, et c'est un état d'esprit. Alors, comment applique-t-on un état d'esprit à une population ou à un ensemble, voire au monde? Voilà. Bon, effectivement, d'abord, ces 4 principes, ils sont très, je pense à votre chinois, alors là, ils sont très individuels en fait. Hein, je veux dire, bon, d'une part. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est une culture d'individualisme et surtout une éducation, je veux dire, qui peut faire rempart à tout ça? Enfin, je veux dire, ce qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, c'est que vous critiquez, vous critiquez avec beaucoup de brio, bien sûr, mais ça on le savait, et de pertinence les normes, et vous proposez à la fin un état d'esprit. Oui, alors peut-être replaçons le contexte. Hein. Ces états d'esprit, hein, et vous avez raison, hein, plus que ces principes, hein, je les ai tirés d'un tout petit article qui a été écrit par un journaliste qui était très jeune, qui écrivait en 1939. Et bon, il faut savoir que le livre a paru le 4 mars, mais bien évidemment, il était déjà prêt avant la déclaration de guerre, hein, donc, de l'Ukraine. Hein, et donc, il y a une coïncidence étonnante. Hein. Donc, ça a été écrit donc, par ce journaliste hein, qui produisait une feuille de chou recto verso en 1939, après la déclaration de guerre et avant la défaite. Et là, il subissait des contraintes économiques très fortes parce qu'il n'avait pas de moyens, il n'y avait pas de papier, il y avait une censure extrêmement importante. Et là, il se demande quelle doit être son éthique de journaliste. Et c'est là où il dit, il y a 4 points. D'abord, la première chose, il faut être lucide. Et il dit, on peut toujours être lucide. C'est-à-dire qu'on peut toujours essayer de chercher de l'information, même si elle n'est pas vraie, mais on peut quand même essayer de confronter les sources. Deuxième chose, on peut refuser de diffuser n'importe quoi, et en particulier de véhiculer la haine. Troisième chose, l'ironie, qui justement permet de se jouer souvent de la censure. Et puis, dernière chose, l'obstination. Et je trouvais que dans un monde comme celui dans lequel nous vivons, où chacun d'entre nous, et c'est pour ça que ça s'adresse à chaque individu, chacun d'entre nous est comme un journaliste dans la société de l'information, en ce sens où, avec notre ordinateur, avec notre téléphone portable, nous pouvons diffuser au monde entier toutes les informations, et donc nous recevons l'information. Nous sommes seuls la plupart du temps pour l'interpréter parce qu'elle vient sans filtre. Et c'est là où je crois qu'on peut être lucide. Et nous pouvons refuser de la diffuser n'importe comment. Et ensuite, je crois que quelquefois, bien sûr, l'ironie est tout à fait positive, même si c'est difficile aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et essayer d'avoir une continuité. Donc voilà le sens de ça. Donc ce ne sont pas des principes au sens où on les a invoqués dans les différentes chartes éthiques, mais ce sont effectivement ces recommandations faites à un journaliste dans un monde où nous sommes tous des journalistes. Mais je voudrais... C'est Camus contre Sartre. Quoi. Voilà, c'est ça. Alors, je voudrais quand même dire que ce jeune homme qui était journaliste, hein, vous le savez, enfin, vous l'avez dit, hein, ce jeune homme, donc, c'était Albert Camus. Et c'est un tout petit article qui a écrit, qui a été censuré, et qui a été édité par sa fille, Catherine Camus. Et elle me l'a donné parce que je l'ai croisé, et par hasard, et j'ai trouvé que c'était assez extraordinaire. Je pensais que la situation était totalement différente dans le monde que nous vivions, du monde dans lequel il vivait. Elle est différente en ce sens où il y avait une pénurie de supports de diffusion d'informations. Hein, elle était différente en sens où il y avait une censure. Elle était différente au sens où il y avait la guerre, mais je n'ai pas réalisé que la guerre venait. Et ça, je ne pouvais pas.